Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour l'élaboration de cet ouvrage, de la recherche du sujet jusqu'à sa publication. Je remercie tout d'abord Jean Marcoux, pour ses commentaires pertinents et sa proposition de publier ce mémoire et d'en faire la préface, m'aidant ainsi à rédiger un véritable ouvrage. Je remercie Imad Kilio pour ses remarques encourageantes et sa réactivité durant ma 3e année. Je remercie également Jean-Paul Burdi pour ses suggestions littéraires notamment sur la thématique de l'environnement, et pour sa relecture attentive en vue de la publication. Un regard extérieur m'a été d'une grande aide. Je remercie mes parents pour leur relecture et leur soutien inconditionnel. Merci à mon frère et à ma sœur pour leurs exemples de persévérance et de travail. Finalement, merci à toutes les personnes chères à mon cœur pour leurs encouragements quotidiens. Préface. L'ouvrage de Ludmila Moulin arrive à un moment tout à fait opportun. Sur le plan international, l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche laisse espérer l'ouverture d'un nouveau chapitre des relations entre les États-Unis et l'Iran, tandis que sur le plan intérieur, la fin du second mandat du président Hassan Rouhani est lui aussi annonciateur de changements. Il est donc important de réinvestir la société iranienne dans toute sa complexité, pour essayer de comprendre comment elle aborde cette nouvelle donne. La lecture du livre de Ludmila Moulin qui scrute avec minutie les évolutions de la jeunesse de Téhéran répondra sans doute à cette attente. Certes, Téhéran et sa jeunesse ne résument pas à elle seule toute la diversité de l'Iran contemporain, mais elle constitue un laboratoire d'observation qui nous offre de premières clés de compréhension très utiles. Pays de plus de 83 millions d'habitants, l'Iran contemporain est l'une des puissances majeures du Moyen-Orient. Souvent présenté désormais comme le grand rival chiite de l'Arabie saoudite, sa force ne réside pas seulement dans ses ressources pétrolières et gazières ou dans la vigueur autoritaire de son régime politique, mais avant tout dans sa société. L'Iran est aujourd'hui un pays à plus de 70% urbain, où est apparue une classe moyenne éduquée qui est souvent le cadre des thrillers sociaux de cinéastes talentueux, appréciés dans les festivals internationaux. Il est vrai que cette société reste bridée à bien des égards sur le plan politique, et qu'après l'échec de mouvements sociaux de protestation intense ou d'ouvertures électorales annoncées un peu trop précipitamment, elle semble à beaucoup s'être résignée pour un temps. Pourtant, Ludmila Moulin montre bien que les germes d'une transformation que l'on ne peut prédire sont déjà là. Dans un contexte de crise économique et d'essoufflement politique qui ne sont pas que la résultante de l'embargo que connaît l'Iran depuis de nombreuses années, la jeunesse ouvre des brèches dans un pays où la dissidence ne paraissait pas devoir être de mise. Ne serait-ce que par son attitude plurielle vis-à-vis du régime en place, elle laisse voir la complexité d'une génération où cohabitent ceux qui se voient mourir en martyrs de la République islamique en Syrie, celles qui observent le code vestimentaire le plus strict et chassent de leur propre quartier les femmes qui ne le respectent pas, mais aussi ceux qui engagent dans les Bassidji plus par intérêt que par conviction, ou celles qui cachent au petit matin sous leur tchador les tenues dans lesquelles elles ont participé à des soirées interdites. Le corollaire de cette situation très contrastée est l'existence de marges de tolérance, où une sexualité plus libre s'affirme, où la consommation de drogue ou d'alcool est courante et où l'on contourne la surveillance officielle des médias pour surfer sur des réseaux sociaux bloqués ou regarder des télévisions étrangères. Comme l'avait déjà montré Ramita Naveh, alors qu'un conformisme religieux souvent assez caricatural reste de rigueur, ces pratiques marginales reposent sur un recours permanent et éprouvé au mensonge, qui ne garantit pas toujours l'impunité à celles et ceux qui le pratiquent, parfois acculés au suicide quand le subterfuge est découvert. En fin de compte, la vie quotidienne des jeunes d'aujourd'hui à Téhéran dévoile des contradictions redoutables auxquelles le livre de Ludmila Moulin nous incite à réfléchir. On ne peut que s'en réjouir et souhaiter qu'il trouve un nombre important de lectrices et de lecteurs. Jean Marcoux, professeur à Sciences Po Grenoble. Introduction. La République islamique d'Iran est le sujet d'études de nombreux universitaires, qui s'intéressent à sa société, à sa forme de gouvernement singulière ou à sa rivalité avec les États-Unis. À qui veut mieux comprendre ce pays et sa population, et plus particulièrement la jeunesse de Téhéran,
Il convient tout d'abord de comprendre l'environnement religieux du pays, ainsi que le fonctionnement du régime iranien. Le cadre religieux et politique dans lequel évoluent les jeunes de Téhéran. Au niveau politique, la forme du gouvernement iranien se base sur la Velaya-e Faqih, théorisée par l'ayatollah Khomeini. Il s'agit littéralement de la tutelle du juriste théologien. Selon l'article 5 de la Constitution, en attendant le retour du 12e imam, le Mahdi, la société iranienne doit être gouvernée par un jurisconsulte, faqih, juste, vertueux et conscient des problèmes de l'époque. Ce mode de gouvernement affirme la supériorité des religieux et leur nécessité de diriger le pays en attendant le retour du Mahdi, ce qui leur confie une mission très importante. Ainsi, l'article 57 de la Constitution assure la toute-puissance du guide suprême. Il détient les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de manière directe ou indirecte. Tous les organes du gouvernement sont ainsi sous son contrôle. De nombreux pouvoirs lui sont exclusifs comme la direction des politiques du régime, l'appel au référendum, la nomination du commandement des armées, les déclarations de paix et de guerre ou encore la nomination des jurisconsultes du Conseil des gardiens. Par ailleurs, il approuve les candidats aux élections présidentielles. Il est donc en droit de limiter les factions représentées et de favoriser les candidats conservateurs à son avantage. Selon Mohammad Reza Jalili et Thierry Kellner, le système politique iranien est hybride puisqu'il combine légitimité théocratique et liberté démocratique. Ces deux concepts sont souvent en concurrence, mais l'aspect religieux prend toujours le dessus. Ce caractère hybride proviendrait du compromis entre les conservateurs de Khomeini, prônant la Velaya-e Faqih, et les réformistes de Mehdi Bazargan, inspirés de la Constitution française, réalisée peu après l'avènement de la République islamique. Plus tard, la guerre Iran-Irak a consolidé le régime en confirmant la place majeure des religieux au sein du régime. Cela a contribué à renforcer le sentiment patriotique, en mettant en avant les martyrs de la République islamique. C'est donc dans ce cadre assez particulier, axé sur la religion et le respect de lois suprêmes, qu'évolue la jeunesse de Téhéran. Une définition adéquate de la jeunesse. Il convient d'ailleurs de définir ce que nous entendrons par jeunesse. Généralement, la jeunesse est définie selon une tranche d'âge de 15 à 24 ans. Ainsi, la jeunesse peut être vue comme un moment décisif dans la construction des individus, prenant fin seulement lorsque la personne assume entièrement son rôle adulte. Elle est également définie selon les rôles tenus au sein de la famille. Cependant, étant une construction largement sociale, c'est une notion qui peut évoluer selon les sociétés et leur structuration. Si on se réfère à l'intervalle précédemment évoqué, il faut savoir que les moins de 25 ans représentent 42% de la population iranienne. Mais avec l'évolution de la société, l'ajout des années d'études et le fait que les jeunes tendent à rester plus longtemps chez leurs parents, on peut également prendre en compte le fait que les moins de 35 ans représentent cette fois 70% de la population iranienne. Marie Ladier-Fouladi explique notamment que la prolongation de la durée des études et le décalage de l'âge du mariage, en attendant d'avoir plus de stabilité, retardent le moment de la pleine indépendance des jeunes. Nous resterons donc basés sur une tranche d'âge de 15 ans jusqu'au début de la trentaine, qui comprend les jeunes en âge de faire des études jusqu'aux jeunes actifs, qu'ils travaillent ou qu'ils soient à la recherche d'un emploi. La jeunesse actuelle est une part de la population qui n'a pas vécu la révolution, et qui a toujours connu l'Iran dans le cadre de la crise nucléaire et des sanctions qui en découlent. Un grand nombre d'entre eux commençaient ou finissaient leurs études lors de la période d'ouverture du pays après la signature de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015. Un champ immense d'opportunités s'ouvrait alors à ces jeunes, qui avaient beaucoup d'espoir contrairement aux générations précédentes bloquées par les sanctions. Plus de 98,5% des Iraniens sont désormais alphabétisés, ce qui montre le potentiel des jeunes Iraniens à étudier et trouver un emploi. Cet ouvrage se concentre sur la jeunesse de Téhéran. Ainsi, les pratiques sociales ne seront pas forcément les mêmes en milieu rural ou dans d'autres villes, comme la très religieuse ville de Qom par exemple. Certaines de ces pratiques sont également spécifiques à des quartiers de Téhéran. Ainsi, l'Atlas de Téhéran Métropole,
réalisé par Mohsen Habibi et Bernard Ourcade, définit des zones d'habitation selon des critères sociaux et économiques. On peut donc distinguer des quartiers de Téhéran plus modernes, au nord, dont les habitants auront généralement fait des études et occuperont des postes importants, des quartiers encerclant la ville où réside une population instruite et dynamique, des quartiers centraux où réside une population vue comme traditionnelle, et finalement des quartiers populaires et ouvriers où se trouve une majorité de jeunes indépendants. Les particularités de la jeunesse de Téhéran. Ainsi, la jeunesse actuelle de Téhéran possède des caractéristiques particulières, puisqu'elle est l'héritière des générations qui ont orchestré la révolution, et de celles qui sont nées à ses débuts. Les jeunes nés peu après la mise en place de la République islamique sont ceux qui se sont massivement inscrits à l'université, et ont contribué à la hausse du taux d'alphabétisation. Cependant, cette même jeunesse, en s'instruisant, a aussi contribué à l'érosion de la République islamique, une vingtaine d'années après sa création, puisqu'elle était désormais capable de questionner les fondements du régime et son fonctionnement bien particulier. Cette génération, qui avait une vingtaine d'années au début des années 2000, a profondément marqué la journaliste Delphine Minoui qui explique la singularité de la jeunesse iranienne par rapport à celle d'autres pays. Elle écrit ainsi qu'en France, je pris conscience que ma génération n'avait plus rien à prouver. Contrairement à ces jeunes Iraniens qui, tels des acrobates, slalomaient au quotidien entre les obstacles qui se dressaient, malgré les réformes, sur leur passage, et qui étaient quotidiennement capables d'un savant arbitrage entre le licite et l'illicite. Bernard Ourcade expliquait en 2002 que les jeunes Iraniens se distinguaient par une identité politique tout à fait originale, qui en fait des acteurs nouveaux et encore imprévisibles de la vie sociale et politique du pays. Par ailleurs, il convient de relever ces jeunes vivent dans une société particulièrement inégalitaire puisque près de 26 millions d'Iraniens vivent dans une pauvreté absolue, tandis que d'autres vivent dans le luxe. À l'échelle de Téhéran, de réelles inégalités cohabitent. La population iranienne est une population qui ne peut pas forcément exprimer son ressenti sans craindre des sanctions juridiques, souvent extrêmes. À Téhéran également, diverses opinions cohabitent et se heurtent régulièrement. Ainsi, être réformateur ou simplement demander le changement en Iran n'est pas simple, et encore moins pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes de Téhéran ont un quotidien similaire aux autres jeunes de par le monde, mais de nombreux aspects diffèrent. Les précédentes générations ont grandi dans une culture de guerre Iran-Irak, puis sanctions contre le nucléaire qui a formaté leur manière de vivre. C'est ainsi qu'ils semblent ne rien planifier, et tentent autant qu'ils le peuvent de vivre au jour le jour. Être jeune en Iran n'est pas facile. Les autorités n'accordent aucune confiance, et ne concèdent pas de marge de liberté, craignant des insurrections. Mana Shirali exposait au début des années 2000 le témoignage de Gila, une jeune étudiante en droit à Téhéran, qui lui révèle qu'il « suffit que tu sois jeune pour qu'on t'embête ». Le fait d'être jeune est un vrai crime dans ce pays. La jeunesse est donc désignée comme responsable des maux de la société, comme une population déviante et dangereuse pour la stabilité du régime. Ainsi, les jeunes sont les principaux vecteurs du changement. La jeunesse symbolise un moment de transition, au cours duquel sont formulées de nouvelles envies et de nouveaux idéaux concernant la vie en société. Les jeunes de Téhéran se construisent peu à peu en opposition aux générations précédentes, en s'affirmant contre l'ordre patriarcal de la société. Il conviendra donc d'analyser les changements opérés entre ces jeunes adultes, les enfants de la Révolution, du début des années 2000 et les jeunes d'aujourd'hui, notamment en ce qui concerne leur mode de vie, leurs revendications, leurs moyens d'expression et de communication. L'économie iranienne, une économie en crise mais à fort potentiel. L'économie iranienne est, d'après la constitution de la République islamique, basée sur les principes de l'islam. On peut donc parler de finance islamique, ce qui inclut de nombreuses particularités. Ici, l'accent est mis sur l'éthique et la justice, bien que la richesse ne soit pas prohibée. Par ailleurs, tous les investissements doivent être réalisés dans l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il est normalement prohibé d'investir avec des sommes que l'on ne possède pas, par exemple. La ressource principale de l'Iran est le pétrole. Ainsi, en 2014, 80% des revenus liés aux exportations provenaient de la rente pétrolière. Cependant,
Les sanctions américaines rétablies après le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire touchent principalement cette ressource. L'économie est asphyxiée, puisqu'elle ne peut plus dégager de revenus de sa ressource principale. Actuellement, la situation économique actuelle est jugée désastreuse, puisque le rial a perdu 75% de sa valeur, entraînant dans sa chute le pouvoir d'achat des Iraniens. Par ailleurs, en 2019, l'inflation atteignait les 40% et le taux de chômage général s'élevait également à 40%. La rapidité du changement politique et économique, en Iran vu comme l'un des principaux facteurs déstabilisant la jeunesse. Force est de constater qu'entre 2016 et 2020, les perspectives politiques et économiques ont changé du tout au tout. En 2016, l'accord sur le nucléaire iranien a fait renaître des espoirs au cœur de la population. Les entreprises étrangères ont investi en Iran, puisque le pays a un fort potentiel en matière de développement économique. En 2017, la réélection du réformateur Hassan Rouhani en tant que président de la République islamique d'Iran a maintenu les espoirs. En effet, Rouhani a toujours prôné le rétablissement de relations internationales pacifiques et le retour de bonnes conditions économiques. Il avait d'ailleurs réussi à mettre en place ces deux idées en signant l'accord sur le nucléaire, signifiant un relâchement de la pression extérieure exercée sur la population. Rouhani affirmait alors que les sanctions n'existent plus, mais nous avons un long chemin jusqu'au développement économique. Cependant, en l'espace d'une année, l'avenir de la population s'est assombri. Comme nous le verrons, le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire a plongé à nouveau l'Iran dans les difficultés économiques. Il n'a pas été possible d'interroger des jeunes de Téhéran pour la réalisation de cette étude. Cet ouvrage peut donc être vu comme la première étape d'une réflexion autour de l'évolution des conditions de la jeunesse de Téhéran sur une vingtaine d'années, et permet d'établir un constat sur sa situation actuelle. Il sert par ailleurs à référencer la littérature existante sur le sujet. La méthode adoptée a été de réunir un maximum de témoignages dans divers ouvrages journalistiques, articles de presse ou documentaires, notamment ceux d'Armin Arefi 2009-2019, Delphine Minoui 2015 et Ramita Naveh 2015. Ces témoignages évoquent différents aspects de la société iranienne et visent à avoir une vue d'ensemble de la situation. De la même manière, il s'étale sur les 20 dernières années, ce qui permet de comparer les témoignages et de comprendre l'évolution de l'état d'esprit de la jeunesse. Les prénoms employés dans cet ouvrage sont ceux employés par les auteurs et les journalistes. Ils sont pour la plupart faux, pour garantir leur sécurité. Évidemment, puisque les témoignages ne sont pas bruts et que les divers auteurs ne fournissent pas leur guide d'entretien, ils comportent forcément des biais. Il convient donc d'avoir un certain recul quant aux informations provenant des témoignages. Ces derniers permettent néanmoins d'obtenir un point de vue sur la situation et peuvent ainsi être utilisés dans le cadre de notre étude. Cet ouvrage mobilise par ailleurs de nombreux auteurs spécialisés sur les diverses thématiques qui concernent l'Iran, et particulièrement Téhéran. Marie Ladier-Fouladi, 2018, fait le constat d'une société civile iranienne totalement paralysée, en s'appuyant sur l'échec du mouvement vert. Nous rejoignons cette idée, en affirmant que la jeunesse de Téhéran ne parvient plus à cristalliser ses demandes en de réelles contestations politiques, susceptibles d'apporter un changement. Ce constat va mener à deux types d'attitudes. Une jeunesse neutre et découragée et une jeunesse d'autant plus encline à s'opposer au régime. Les auteurs se rejoignent généralement sur une chronologie similaire depuis la fin des années 1990, avec la renaissance des espoirs au début des mandats des présidents réformateurs, Khatami et Rouhani, suivi par le retour du pessimisme général et une grande contestation de l'autorité au début du mandat du conservateur Ahmadinejad. Le mandat de Khatami aurait permis une effervescence sociale, créatrice d'espoir. Cependant, les témoignages recueillis par Delphine Minoui 2015 et la narration du mécontentement étudiant par Ervan Abrahamian 2008, Bernard Ourcade, 2017, et Mohamed Reza Jalili et Thierry Kellner 2017, montrent que cet enthousiasme s'est rapidement éteint. Par la suite, Ghazal Golshiri 2017, constate que les espoirs des jeunes se sont à nouveau envolés avec la réélection d'Ahmadinejad en 2009,
puis que l'optimisme généré par l'élection de Rouhani en 2013 et par la signature de l'accord de Vienne sur le nucléaire, JCPOA, ont fini par voir renaître un profond désarroi. Avec le temps, les échanges entre les jeunes de Téhéran ont disparu de l'espace public pour se dérouler sur Internet. Des auteurs comme Niki Akavan 2013 constatent le paradoxe de la contestation politique en ligne, malgré la surveillance accrue des réseaux par les autorités. Pardi Madavi 2009-2010 et Ramita Naveh montrent par ailleurs l'évolution totale de la communication entre jeunes par le biais des réseaux sociaux. Le retour des sanctions internationales est généralement vu comme destructeur pour la jeunesse de Téhéran, qui s'était faite à l'idée d'une économie florissante et porteuse de possibilités, comme expliqué par Ghazal Golshiri 2015. Concernant l'étude des jeunes LGBT de Téhéran, nous constatons que les espoirs d'avenir sont limités, comme expliqué par les articles de Neha Tirani Bagri 2017 et de Bahar Azadi 2018, qui montrent tous deux la perception, ancrée dans les mentalités des personnes LGBT comme étant atteintes de troubles et nécessitant un traitement médical. Les témoignages rapportés, Delphine Minoui 2001, Armin Arefi 2019, Mazihar Ghiabi 2018, prennent souvent comme exemple la consommation et la vente de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.